Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, comme chaque semaine avec vous, on débriefe l'actualité de la semaine. On va parler d'une nouvelle affaire Netanyahou, si on peut l'appeler comme ça, avec une trouble affaire de sous-marins. On parlera également d'un exercice militaire commun entre Israéliens et Français. On parlera évidemment de l'implantation d'Amona qui est au centre de l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Mais Stéphane, on commence tout d'abord avec le dossier syrien et irakien, avec des tensions tout d'abord qui ont commencé à apparaître publiquement, cette fois entre le Premier ministre irakien et le leader de la région autonome kurde, au sujet évidemment du contrôle de certains territoires après la reprise de Mossoul. Alors évidemment, les Irakiens ne sont pas d'accord avec les envies kurdes. Les Kurdes qui sont sur deux fronts, en Irak mais aussi en Syrie. On va parler, Stéphane, avec vous, de la ville d'Al-Bad avec une guerre entre trois parties, entre l'État islamique, entre les forces kurdes et entre l'armée turque. Alors Stéphane, l'État islamique veut logiquement garder le territoire qu'ils ont conquis. Les Kurdes, ils ont besoin d'Al-Bab pour leur futur État potentiel. Mais quel est l'intérêt turc sur place ? Mais ça me fait un peu penser, Jim, au gag qu'on avait fait à l'occasion du 1er avril l'année dernière. Ça a l'air tellement compliqué à comprendre ce qui se passe en Syrie en général. Et là, on aborde uniquement la question kurde. On aborde uniquement ce qui se passe dans le nord de la Syrie et dans le nord de l'Irak, alors qu'au même moment, dans la ville d'Alep, les Russes bombardent allègrement leurs opposants, c'est-à-dire la rébellion syrienne. Damas a été bombardé cette nuit. Juste à côté de chez nous, ici dans le Golan, on se bat comme des chiffonniers, enfin même plus dans la région de Dera, là où tout a commencé, avec des morts par dizaines. Et donc vous avez abordé juste deux sujets, et ça a l'air tellement compliqué. Alors, quand on suit l'actualité comme nous, ça l'est pas, bien évidemment, parce que tout phénomène humain est explicable, et celui-là est tout à fait lisible. Mais quand on est éloigné, puis qu'on n'est pas des professionnels, puis qu'on écoute la radio, on peut imaginer que c'est compliqué. Alors on va essayer de simplifier autant que faire se peut. La capitale de Daesh en Irak, c'est Mossoul. Ça se trouve au nord-ouest de l'Irak. Pour ceux qui connaissent pas les points cardinaux, c'est en haut à gauche. Ça jouxte le territoire qui est contrôlé par les Kurdes, qui est une sorte d'autonomie. En fait, tout le monde sait que c'est un État qui n'ose pas dire son nom. Et puis, l'armée irakienne tente de déloger le Daesh, donc l'État islamique, de cette capitale de Mossoul, dont le Daesh s'est emparé il y a environ 2 ans. Seulement, l'armée irakienne est corrompue, elle est très faible, elle est rongée de l'intérieur par la rivalité qui existe entre les sunnites qui veulent bien participer à l'armée irakienne, mais qui se rappellent quand même que Daesh est aussi sunnite et que c'est le dernier rempart, en fait, contre l'avancée des chiites, avec des troupes iraniennes qui se battent au sol aux côtés et même dans l'armée irakienne, avec beaucoup d'Irakiens chiites, notamment des tribaux, qui participent à cette prise de Mossoul. Donc on peut dire que l'armée irakienne n'est pas assez consistante pour prendre Mossoul à elle seule. Donc elle fait évidemment appel à ses alliés, qui sont surtout des alliés des Américains et des Européens, qui sont les Kurdes du gouvernement autonome. Ce qu'on demande aux Kurdes, c'est de descendre depuis le nord, depuis le haut, vers Mossoul, et puis d'occuper certains quartiers de Mossoul pour permettre en fait d'étrangler Daesh, les islamistes, les djihadistes à l'intérieur de cette ville et de les en chasser. Seulement, les Kurdes ne sont pas du tout intéressés à sacrifier des hommes, du matériel, de l'énergie et de l'argent, tout ce qui leur manque en fait, pour les beaux yeux du gouvernement central de Bagdad, avec lequel ils n'entretiennent pas de relations exceptionnellement fructueuses. Donc les Kurdes ont dit une chose, c'est qu'ils sont d'accord de faire le boulot qu'on leur demande. Ils veulent pas entrer vraiment au cœur de Mossoul, mais ils ont fait tout ce qu'on leur demandait, tout ce que les Américains en fait leur demandaient. Ils ont avancé, ils sont arrivés dans la banlieue nord de Mossoul, ils ont occupé les quartiers qu'on leur demandait, et puis ils avaient
un accord plus ou moins secret avec notamment les Américains. C'est-à-dire que le territoire qu'ils ont libéré, qui est en partie kurde, eh bien, ils le gardent. Ils gardent toute cette zone nord. Ils veulent pas forcément la ville de Mossoul, disons qu'ils peuvent s'en passer, mais ils veulent absolument tous les territoires qu'ils ont libérés grâce à leur sacrifice. Et les Irakiens qui ont peur de perdre une grande partie, les Irakiens chiites qui sont au pouvoir à Bagdad, qui ont peur de perdre une grande partie de leur territoire, se réveillent une fois que Mossoul est presque tombé et en disant écoutez, non, vous nous aidez à libérer Mossoul, puis après vous rentrez sur vos positions de départ. Et les Kurdes disent que c'est absolument hors de question, et ils ont d'ailleurs la possibilité, la capacité de résister à cette demande du gouvernement central chiite, donc allié de l'Iran, en Irak. Stéphane, pour essayer d'y voir plus clair, si les Kurdes et les Américains ont un espèce d'accord secret tacite et que les Turcs combattent les Kurdes, est-ce qu'indirectement on a un conflit américano-turc là-dedans? Alors, absolument, un conflit américano-turc, un conflit entre l'administration Obama qui est très portée vers la Turquie, vers Recep Erdogan, et puis les militaires, le Pentagone, le commandement en chef de l'armée américaine, qui détestent à la fois Erdogan et son armée. Ça c'est clair, et ça c'est un des éléments, des domaines dans lesquels l'arrivée de Monsieur Trump pourrait éclaircir les choses, parce que Barack Obama n'a jamais eu aucun égard, aucune appréciation pour l'armée américaine. Il l'utilise quand il est obligé de le faire, mais de l'admiration ou de l'empathie ou de la compréhension ou même une oreille tendue à ses chefs, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Mais là, Jim, vous parlez pas essentiellement de l'Irak, parce qu'en Irak, certes, devant Mossoul, il y a une base turque. Les Turcs ont l'intention de pas laisser faire quoi que ce soit dans la région sans être présents ou à proximité, mais eux, ils bougent pas, ils participent pas à la bataille de Mossoul. Là où ils jouent un rôle, c'est sur notre deuxième sujet, et c'est en Syrie. Donc on se déplace à gauche, on se déplace à l'ouest d'environ 600 km, 650 km, et on est en Syrie, et là, on se bat autour de la ville d'Al-Bab. On en a parlé quelques fois ici. Alors, on va de nouveau essayer de simplifier les choses. On est dans le nord de la Syrie, sur une bande, disons, qui va de 35 à 80 km à partir de la frontière turque. Et puis, on a deux grands blocs kurdes, des forces kurdes, des YPG, des unités de protection du peuple kurde. Et ces deux blocs, c'est le bloc de l'ouest, le canton d'Afrin, c'est un petit canton encerclé de toutes parts, à la fois par les Turcs, par les rebelles et par l'armée régulière syrienne. Et puis à droite, à l'est, on a les plus gros cantons, la plus grande masse des Kurdes de Syrie, et ces Kurdes de Syrie veulent absolument que ces deux entités se rejoignent pour avoir une continuité géographique, la continuité géographique qui commencerait par le canton de l'Ouest, le canton d'Afrin, et qui se terminerait aux alentours de Mossoul, donc en Irak. On aurait environ 800 kilomètres de long de quelque chose qui va devenir l'État kurde. On ne sait pas exactement, mais on serait très étonné si ça n'était pas le cas. Alors, au début de la guerre civile irakienne, les deux entités, les deux forces kurdes de gauche et de droite étaient séparées par environ 120 kilomètres de Daesh au milieu. Daesh avait envahi cette portion de territoire. Daesh était entré dans la ville kurde de Kobané, on s'en souvient tous, occupait même 60% de Kobané, et puis il y a eu la réaction des Kurdes avec l'aide des alliés occidentaux, des alliés américains, de leurs commandos, de leurs avions, mais c'est quand même les Kurdes qui ont fait l'essentiel du boulot. Ils ont libéré Kobané, ils ont libéré les villages alentours, et puis à la demande des Américains, ils ont poussé vers la gauche, vers l'ouest, ils ont occupé la région de la ville de Manbij après des combats acharnés,
Et puis de l'autre côté, donc de l'autre côté du canton de l'Ouest, du canton gauche, ils ont également commencé à progresser. Leur but, c'était de refermer ces 120 kilomètres et de se rejoindre et donc de créer cette continuité géographique qui est nécessaire, voire essentielle pour créer leur État. Mais les Kurdes sont détestés par les Turcs. Les Turcs voient dans les Kurdes leur pire ennemi ce qui a poussé Monsieur Erdogan à lancer à l'automne une vaste offensive qu'il a appelée bouclier de l'Euphrate. En fait, cette offensive visait officiellement Daesh, mais dans les faits, ils n'ont pas grand-chose à faire de Daesh, et ce qu'ils veulent, c'est empêcher ces deux blocs kurdes de se réunir. Alors, les Kurdes ont avancé beaucoup. De 120 km d'écart entre les deux blocs, ils sont passés hier à 20 km. Donc, ils sont à 20 km de réaliser leur rêve. Mais au milieu de ces deux blocs, il y a deux forces. Il y a ce qui reste de Daesh, qui est en pleine déconfiture, qui doit se défendre partout en Syrie et notamment sa capitale Raqqa. Et puis il y a les Turcs qui se sont donc introduits en Syrie, qui ont passé la frontière, et maintenant on se bat, Jim, à 3 autour de la ville d'Al-Bab. Alors Al-Bab stratégiquement c'est pas très très important, mais ça a un enjeu extraordinaire, c'est que Dahab c'est la ville qui se trouve exactement entre les deux blocs kurdes. C'est-à-dire que si les Turcs parviennent à chasser Daesh qui occupe toujours Al-Bab, eh bien, ils vont se mettre exactement en position entre les deux blocs, et pour tenter de réaliser la continuité géographique, les Kurdes seraient absolument obligés de livrer bataille à l'armée régulière turque avec son aviation, avec ses chars, avec ses missiles, tant d'outils, tant de moyens qui échappent en tout cas en nombre aux Kurdes. Alors on en est là, on se bat énormément. Les combattants de Daesh qui sont en retrait partout abandonnent maintenant des villages, et ces villages, il y a une sorte de course-poursuite. On est dans un scénario de science-fiction. Quand un village est abandonné par Daesh, eh bien les Turcs et les Kurdes s'engagent dans une course poursuite. C'est à qui le premier prendra ce village, souvent abandonné par Daesh. Donc, les Turcs, pour empêcher que les deux morceaux, les deux parties des Kurdes se rencontrent, et les Kurdes pour se rencontrer avant, justement, que les Turcs ne parviennent à se placer entre ces deux blocs. On en est là. Il y a bien entendu des dizaines et des dizaines de morts. Il y a une autre chose, c'est que les médias qui sont débordés par cette petite complexité qu'on a essayé de démontrer ce matin, eh bien, ne suivent pas. Ils sont incapables de faire, par exemple, la petite analyse qu'on vient de réaliser. Donc, personne ne sait exactement ce qui se passe, où se trouvent les troupes. Personne, bien entendu, à l'exception des analystes des forces armées occidentales, notamment belges, qui savent exactement ce qui se passe, et dans les heures qui viennent. Alors, les Turcs se trouvent à 2 kilomètres du centre d'Elbab actuellement. Stéphane, il est déjà 8 heures passées de 15 minutes. Je vous propose qu'on prenne un peu de temps les semaines prochaines pour continuer à parler du conflit syrien qui sera malheureusement sûrement pas résolu d'ici là, mais on a encore d'autres sujets à aborder avec vous, et notamment une nouvelle affaire qui concerne indirectement Benyamin Netanyahou. On en a entendu plusieurs parler cette semaine. C'est une affaire trouble qui concerne des sous-marins. Israël avait en fait annoncé il y a un petit temps être sur le point de signer un protocole d'accord avec l'Allemagne pour un achat de 3 sous-marins de guerre supplémentaires. Israël en possédait déjà. Tout ça pour un total de plus d'1 milliard d'euros. Et là où il y a un problème, c'est que c'est un ex-conseiller de Netanyahou qui travaillait pour une filiale de cette firme qui a vendu les sous-marins. Alors Stéphane, ça sent mauvais la corruption ou les commissions dans cette affaire. Mais ce qu'il faut tout de même préciser à nos auditeurs, c'est que ces sous-marins, ils ont tout de même une certaine utilité à ce prix-là. Ils ont une utilité stratégique. Précisons aussi, Jim, que c'est l'objet de l'armée israélienne qui est le plus cher, le plus onéreux. Vous avez parlé effectivement de plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros. Il n'y a rien, aucun avion, aucun équipement qui s'approche de cette somme. On en a 5, ce sont des Dolphin 2
qui sont fabriqués par l'entreprise ThyssenKrupp. Alors, qui dit ThyssenKrupp et qui a une certaine connaissance de l'histoire se rappellera que c'est la même entreprise qui était fabricante d'armes au temps de la Deuxième Guerre mondiale et qui fournissait déjà des sous-marins, les fameux U-boats, à la flotte d'Adolf Hitler. Ça fait un petit peu bizarre de faire cette constatation, mais c'est la vérité. Souvent, les grands groupes industriels et financiers survivent aux dictateurs. Alors 5 de ces Dolphin 2 sont déjà aux mains d'Israël. On vient d'en commander 3 supplémentaires. Les premiers coûtaient 750 millions d'euros avant d'être équipés avec des équipements très spéciaux en Israël. Donc c'est pas uniquement le sous-marin lui-même. Le sous-marin lui-même, tel qu'il est livré par les Allemands, coûte 750-800 millions d'euros pour les 5 premiers. Les 3 en commande, alors ils sont beaucoup plus chers. On les dit beaucoup plus sophistiqués et ils coûtent eux 1,2 milliard. Les 2 premiers sous-marins, on les a reçus cadeaux de la part des Allemands. Le 3e, on a payé 50%. Ceux d'après, on a payé à peu près 70%. Et puis maintenant, la participation de l'Allemagne sur le milliard 200 millions d'euros pour les 3 derniers, eh bien, n'est que entre guillemets, de 125 millions d'euros. Alors, la question, elle est simple, c'est est-ce qu'Israël a besoin de 8 sous-marins de la classe Dolphin? Et c'est vraiment la clé pour juger s'il y a corruption ou pas corruption. Alors, très rapidement, à quoi sert le Dolphin? C'est la deuxième riposte nucléaire. Chaque Dolphin, c'est en secret, mais on passe sur ce secret à la MENA pour le besoin de l'explication, a au moins une bombe atomique dans ces cales. Une bombe atomique qui pèse à peu près 200 kilos avec 6 kilos de plutonium, et ces sous-marins sont dispersés un petit peu partout autour de nos ennemis potentiels, de ceux qui nous menacent, et notamment, pourquoi ne pas le citer, l'Iran. Et ils servent à la chose suivante, c'est-à-dire que si l'Iran avait des bombes atomiques ou d'autres armes de destruction massive et les tirait sur Israël, eh bien, l'Iran est aujourd'hui persuadé que même s'il détruit les capacités de riposte, notamment atomique d'Israël, par cette attaque, eh bien, il y a aujourd'hui 5 sous-marins qui sont éparpillés dans les océans et qui pourraient à tout moment détruire complètement l'Iran grâce à ces missiles qui sont capables de toucher une cible à peu près à 1500-2000 km de distance. C'est des missiles de croisière. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que 5 sous-marins de ce type, ça suffit pour avoir cette possibilité de riposte nucléaire? Est-ce qu'il en faut 8? Et s'il en faut 8, pourquoi demain ou après-demain, on va pas décider qu'il en faut 20. Maintenant, le problème, c'est la somme, le montant de ces sous-marins. Et puis, dans ce genre d'affaires, quand il y a autant d'argent investi, c'est évidemment, et les auditeurs le comprennent aisément, c'est l'intérêt de ThyssenKrupp de vendre ses sous-marins, de gagner beaucoup d'argent. Donc, dans toutes ces transactions, on va aider, on va sucrer, on va donner un petit peu d'avantage ou d'argent aux décideurs du pays acheteur, et c'est ce dont on accuse aujourd'hui Binyamin Netanyahou. Et Binyamin Netanyahou qui a un autre problème, il va être ces prochains jours interrogé chez lui par la police avec la possibilité de l'inculper, donc il n'est pas uniquement témoin, sur une affaire qui dit qu'il aurait reçu de gros cadeaux de la part de ses amis gros financiers industriels. Donc il est assez empêtré, et cette affaire de sous-marin arrive au plus mauvais moment. On finira peut-être de parler des bases de cette affaire de sous-marin en disant que Monsieur Ya'alon, qui était pendant longtemps le ministre de la Défense de Bibi Netanyahou, affirme s'être opposé à l'achat de ces 3 nouveaux sous-marins. Il dit que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien, puisqu'il a commandé l'armée et qui connaît la chose militaire. Il dit qu'on n'en a pas du tout besoin, que c'est du gaspillage et que probablement, il laisse entendre en tout cas, il y a des gens qui se mettent de l'argent dans la poche. Mais on se dit aussi que M. Ya'alon a été en fait éjecté du gouvernement, éjecté des décideurs, lorsque Binyamin Netanyahou lui a préféré à Victor Lieberman et a remercié de manière d'ailleurs très abrupte M. Ya'alon. Donc il y a ces ressentiments, il y a cette volonté, mais également il y a tout à fait une possibilité pour qu'on ait
un ou deux ou plus de sujets de grosse corruption pour lesquels Monsieur Netanyahu aura à répondre devant la justice israélienne. Donc ça sent vraiment pas très très bon, Jim, dans cet entourage. Ben écoutez Stéphane, on suivra ça attentivement sur Radio Judaïka et notamment avec vous vendredi prochain à la même heure pour la prochaine édition de ce Bruxelles Métula. Stéphane, il est déjà 8 heures passées de 21 minutes. Évidemment, une fois n'est pas coutume, nous n'aurons pas le temps de parler des deux autres sujets prévus aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous en direct depuis Métula. Ouais, on avait un dossier chargé. Je suggère, si vous le voulez, si vous le désirez, qu'on se fasse un Bruxelles Metula inopiné supplémentaire la semaine prochaine, le jour de votre choix, pour traiter des autres sujets. Et je vous souhaite à tous, bien entendu, en Belgique et à Bruxelles, une merveilleuse fin de semaine et un peu de soleil.